Puis, finalement, dans un instant proche de la folie, j'ai compris ce que je regardais. Ce n'était pas 5 ou 6 arbres, c'était une seule et unique créature vivante. Et ce que je voyais monter et descendre sans bruit, ce n'était pas des troncs, c'était ses jambes. Je faisais beaucoup de randonnées et de camping dans ma jeunesse, surtout en famille quand j'étais enfant. Mais après mon déménagement à San Francisco pour l'université, en 1989, trouver des partenaires de randonnée s'est révélé bien plus facile à dire qu'à faire. Ne vous méprenez pas, j'ai rencontré quelques personnes avec qui je m'entendais vraiment bien, et avec certaines, je suis resté ami bien après notre remise des diplômes. Mais comme les week-ends étaient le plus souvent réservés à faire la fête, et que la vie sur le campus était globalement très prenante, il m'arrivait parfois de me réveiller un samedi matin et de découvrir que tout le monde s'était désisté d'une sortie qu'on préparait depuis des semaines. Je me souviens avoir été très déçu, mais je ne me suis pas mis à pleurer, et je n'ai pas arrêté d'inviter des gens. À la place, je partais parfois seul, aux moments où j'en avais vraiment besoin pour décompresser. Les 2 ou 3 premières fois, ce n'était pas aussi amusant qu'avec de la compagnie. Mais après un moment, j'ai fini par réellement apprécier le calme et la tranquillité d'être seul sur les sentiers. Le week-end, ils étaient forcément assez fréquentés, mais il m'arrivait aussi de partir en semaine. Des jours où j'étais tellement isolé que j'avais l'impression d'être la dernière personne sur Terre. Je crois que je suis devenu un peu accro à cette sensation, le calme absolu, la paix totale. La fac était parfois tellement centrée sur les gens que ça me vidait complètement mes batteries sociales. Alors, m'enfoncer dans les bois dès que j'en avais l'occasion me faisait autant de bien que ça me détendait. Mais ce n'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à aller dans les Redwood State Parks que mon obsession de la randonnée est passée au stade supérieur. Parce que, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé face à un séquoia côtier. Imaginez-vous debout, au pied d'un arbre si haut que vous ne pouvez pas en voir la cime sans renverser la tête très très en arrière. Un arbre tellement énorme que, quand vous vous retrouvez au milieu d'un groupe d'entre eux pour la première fois, vous avez presque l'impression d'avoir rapetissé de quelques mètres. Voilà ce qu'est un séquoia côtier, le plus grand être vivant de la planète. La plupart mesuraient entre 80 et 100 mètres de haut, et leur tronc pouvait dépasser les 6 mètres de largeur. Donc non, je n'exagérais absolument pas quand je disais qu'ils étaient d'une taille hallucinante. Et ils étaient vieux aussi, anciens même. Certains scientifiques estimaient que les plus vieux de Californie se dressaient là depuis plus de 2000 ans. Randonner parmi eux donnait parfois l'impression d'être sur une autre planète. C'était vraiment une expérience surréaliste pour quelqu'un comme moi, qui n'avait pas grandi avec ça juste au coin de la rue. Au point que je montais dans la forêt autour de Mendocino au moins 3 ou 4 fois par mois. Quand c'était possible, je partais en voiture le vendredi, je passais une nuit ou 2 sur les sentiers, puis je rentrais à San Francisco à temps pour les cours du lundi. Et même si je ne pouvais clairement pas tenir ce rythme pendant ma dernière année, entre les candidatures et la chasse au boulot, partir voir les séquoias est devenu mon exercice favori et mon remède spirituel qui guérissait tout. Vers la fin de ma vingtaine, j'avais dû aller à Del Norte Coast, Jedediah Smith et Prairie Creek State Parks une centaine de fois chacun.
Je ne les connaissais pas comme ma poche, mais suffisamment pour marcher parmi ces troncs gigantesques avec une confiance totale. J'étais un randonneur et un campeur expérimenté. Je savais m'occuper de moi au fin fond de nulle part. Et je pensais aussi avoir à peu près tout vu de ce que la forêt pouvait mettre sur mon chemin. Sauf que, lors d'une grande randonnée d'un week-end, en 1996, j'ai découvert que j'avais tort sur ce dernier point, d'une manière spectaculaire et terrifiante. À l'été 96, ça faisait près de 6 ans que je randonnais dans les bois du comté de Mendocino. Et un jour, après une rencontre fortuite avec un propriétaire du coin, alors que j'étais sur les sentiers, il m'a donné l'autorisation de garer ma voiture devant chez lui, histoire qu'elle soit en sécurité. Sa maison faisait partie d'un petit lotissement de campagne, juste à côté de l'endroit où Willits et 3 routes forestières se rejoignaient, près de la rivière Noyo. Et ça voulait dire que je pouvais me garer là-haut, puis accéder presque directement au bois profond de ma petite île de civilisation au milieu d'un océan infini de séquoias. Et quand je dis bois profond, je parle de vraiment profond, aussi profond que possible. Parfois, j'étais à plus de 5 ou 6 kilomètres du sentier balisé le plus proche, et à près de 30 kilomètres de l'autoroute la moins loin. Randonner seul dans ce genre de zone pouvait être risqué, parce que si vous vous blessez, obtenir de l'aide peut devenir très compliqué. Mais j'en étais arrivé à un point où, si je ne repoussais pas mes limites d'une façon ou d'une autre, si je ne me sentais pas complètement et totalement isolé, alors je n'étais pas satisfait. Ça valait aussi pour l'aspect sportif. Je m'entraînais de plus en plus dur, mais il y avait clairement un aspect spirituel aussi. Et je comptais là-dessus pour ne pas me laisser déborder par le stress de ma vie professionnelle. Cet été-là, donc, fin juin 1993 pour être exact, je suis parti de chez mon pote en suivant un itinéraire que j'avais dû faire une demi-douzaine de fois. Sur la première partie du trajet, je passais près de 2 ou 3 campings et départs de sentiers. Mais après environ 15 kilomètres, ce n'était plus que de la forêt intacte. À l'époque, avec l'isolement, je me disais que je marchais sur un sol que personne n'avait foulé depuis des centaines, voire des milliers d'années. Il y avait des endroits que même les tribus natives, les Nomlaki, n'avaient pas utilisés pour la chasse ou comme lieu d'enterrement. Quelque chose d'ancestral, de primordial, hors du temps. Et c'était justement ça, le frisson. D'habitude, je tenais jusqu'à environ 20 km avant d'être vidé. Mais cette fois, j'ai réussi à pousser jusqu'à 28 km au cœur des bois profonds avant de finalement lâcher. Certes, j'étais parti plus tôt que d'habitude ce jour-là, mais ça faisait un moment que je voulais avancer plus loin en terrain intact. Et ça m'a fait un bien fou de battre ce que j'appellerais mon record personnel. J'ai monté le camp, mangé un peu, puis après une petite routine d'hygiène, avec les lingettes, éternellement pratiques, j'ai fumé une clope et je me suis couché. Le lendemain matin, après avoir avalé quelques barres énergétiques au petit déjeuner, j'ai décidé de plier la tente et de repartir vers ma voiture. Ces kilomètres supplémentaires en valaient largement la peine. Mais ça voulait aussi dire qu'un sacré bout de randonnée m'attendait, si je voulais rentrer à temps pour pouvoir commander un truc à emporter. J'ai marché 4 ou 5 heures, j'ai fait une pause rapide pour manger, puis je suis reparti aussi vite que possible. J'essayais de courir un maximum de distance tout en gardant le bon cap. Donc, j'étais surtout en train de regarder soit le sol, juste devant moi, soit ma boussole. Et puis, à un moment, j'ai levé les yeux sans raison particulière. Et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu en des années de randonnée.
Malgré le nom, il n'y avait pas que des séquoias dans les Redwood State Parks. On y voyait des Douglas, des Pruches de l'Ouest, des épicéas et, ce jour-là, des groupes de chênes Atal. Il y en avait 5 ou 6, tous penchés selon des angles entre 60 et 80 degrés. Ce n'était pas totalement inhabituel dans un endroit très dense, mais ce qui m'a sauté aux yeux immédiatement, c'est qu'ils semblaient tous penchés les uns vers les autres. Ça ressemblait à l'armature d'un gigantesque tipi ancien, comme si un groupe de randonneurs avec le même délire en tête avait commencé à le construire avant d'abandonner. Puis en regardant mieux, j'ai vu que tout leur feuillage était entassé et entremêlé, formant une masse énorme, dense, presque imperméable de feuilles et de branches. Comme je l'ai dit, je n'avais jamais rien vu de tel. Alors, après que ça m'a stoppé net, je suis resté à fixer la chose 1 ou 2 secondes, à me demander ce que je regardais. La première explication qui m'est venue, c'est que c'était une sorte de nid ou de tanière, parce que ça n'avait absolument rien d'humain dans la construction. Mais je ne pouvais pas en être sûr sans m'approcher. Donc c'est ce que j'ai fait. La forêt était calme, silencieuse, et je me suis dit que si c'était une tanière, elle devait être vide. Mais alors que je m'approchais tranquillement, j'ai entendu un bruit qui m'a cloué sur place. Ça venait de ce nid, c'était évident, de cette masse verte dense de feuilles et de branches torsadées qui, à ce moment-là, se trouvait à presque 30 mètres au-dessus de ma tête. On aurait dit quelqu'un qui frappait un bâton contre une sorte de tube creux, mais très fort, avec une résonance sourde amplifiée. Je me suis figé, les yeux levés vers la masse de feuillage, sentant les poils de mes bras et de ma nuque se hérisser en réalisant que quelque chose était à l'intérieur. La seule chose assez grosse pour produire un bruit comme ça, selon moi, c'était un ours. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, mais en essayant de comprendre, c'est ce que je me suis dit. Une ours noire, incroyablement douée, était montée là-haut, et avait réussi à se fabriquer une tanière à l'endroit où les branches de 5 ou 6 arbres se rejoignaient. Et si elle arrivait à produire ce bruit en frottant ses griffes contre quelque chose, alors c'était sûrement un avertissement. Restez loin de moi et de mes petits. Je n'ai pas bougé d'un poil pendant une bonne minute après le premier bruit. Puis, après 20 ou 30 secondes de silence sans que ça se répète, j'ai commencé à reculer lentement, les yeux rivés sur la masse de feuillage à l'affût du moindre mouvement. J'avais fait 3 pas en arrière quand j'ai entendu le bruit à nouveau, plus doux cette fois. Mais ça venait à 100% de ce nid sur lequel j'étais scotché. Je n'ai pas couru. Je savais qu'il ne fallait pas tourner le dos et détaler. Si ce qu'il y avait là-haut n'était pas un ours noir et que ça avait un instinct de prédateur, courir risquait de le déclencher. Voilà pourquoi je n'ai pas couru. Et pourquoi j'ai fixé ce truc sans cligner des yeux jusqu'à être à au moins 40 ou 50 mètres. Ce n'est qu'alors que je me suis retourné et que j'ai marché plus vite. Mais toutes les 2 ou 3 secondes, je jetais un regard par-dessus mon épaule au cas où quelque chose serait descendu et me suivrait. Rien n'est sorti, et je n'ai plus entendu ce sinistre bruit de cognement non plus. Sauf qu'en m'éloignant, j'ai entendu un autre son qui m'a fait pivoter sur place. Au début, ça ressemblait à de la vieille écorce qui s'étire et qui craque. Un peu comme ce qu'on entend avant qu'un arbre tombe, j'imagine. Et en même temps, j'ai commencé à percevoir un bruissement en hauteur. Et j'étais presque certain que ça venait de près du nid. Je me suis retourné d'un coup,
m'attendant à voir l'ours noir me foncer dessus entre les troncs. Mais encore une fois, j'ai vu quelque chose que je ne pourrai jamais expliquer complètement. Les chênes bougeaient. Ils ne bougeaient pas tous en même temps, ils se relayaient, se soulevant hors de la terre, comme si un géant de conte de fées les arrachait du sol un par un. À peine s'élevait-il, exposant de longs filaments de racines, qu'il redescendait lentement, avec un chuchotement de terre compressée. Je n'arrivais vraiment pas à croire ce que je voyais. Pendant quelques instants, mon cerveau n'a pas su quoi en faire. Et je me suis sincèrement demandé si je n'étais pas en train de perdre la tête. J'ai essayé de faire disparaître les arbres qui bougeaient en clignant des yeux, comme un foutu personnage de dessin animé. C'était la seule chose à laquelle je pouvais penser pour tenter d'arrêter ça. Sauf que ça n'a pas marché. Les mouvements ne se sont pas arrêtés, et ils sont devenus encore plus étranges. Les chaînes qui étaient inclinées se sont mises à se plier de manière surnaturelle, se fléchissant sur des articulations invisibles, tandis que l'énorme masse de feuillage à laquelle ils étaient reliés descendait lentement. Les arbres ont recommencé à bouger, montant et descendant dans un silence qui semblait impossible. Et en bougeant, ils traînaient la canopée accumulée au-dessus d'eux, avec un froissement continu qui donnait l'impression que les arbres se murmuraient des choses entre eux. Puis, finalement, dans un instant proche de la folie, j'ai compris ce que je regardais. Ce n'était pas 5 ou 6 arbres, c'était une seule et unique créature vivante. Et ce que je voyais monter et descendre sans bruit, ce n'était pas des troncs, c'était ses jambes. Je me souviens que la confusion et la désorientation m'ont gardé cloué sur place. Je ne sais honnêtement pas combien de temps, mais ça ne pouvait pas être plus d'1 seconde ou 2. Puis, dès que mon cerveau a cliqué et que j'ai compris que je regardais un corps et des pattes, je me suis retourné et j'ai couru aussi vite que mes jambes pouvaient me porter. C'était de la panique pure. La seule fois de ma vie où j'ai vraiment ressenti ce genre de terreur. Cette sensation où le corps entier hurle « Si je ne vais pas assez vite, je vais mourir ». Et en même temps, j'ai eu la décharge d'adrénaline la plus intense de toute ma vie. Courir avec un sac lourd à travers la forêt, c'était un enfer. Un effort brutal, épuisant. Mon sac devait faire 15 ou 20 kilos. Les sangles me labouraient les épaules et frottaient à chaque pas. Le terrain irrégulier me massacrait aussi. Des racines accrochaient mes pieds, des pierres roulaient sous mon poids, des branches basses me fouettaient le visage. Mais j'étais tellement terrifié par ce que j'avais vu que j'ai dû courir un bon kilomètre avant même d'envisager de m'arrêter. Je n'ai jamais eu l'impression que mon sac était aussi léger. Mes jambes brûlaient. Mon sac rebondissait et cassait mon rythme par moments. Et avec le sol inégal, je m'étais mangé 2 ou 3 chutes violentes avant de me relever en catastrophe et de repartir en courant. À travers les troncs, sous les branches, le monde n'était plus qu'un flou vert et brun, tandis que la douleur musculaire s'intensifiait. Mes mollets ont commencé à se crisper. Mon bas du dos s'est noué comme si quelqu'un m'y enfonçait un couteau et le tordait. Et pourtant, je courais encore. Je ne me suis pas arrêté jusqu'à ce que mon estomac se retourne, que ma poitrine se mette à marteler et que ma vision se resserre en tunnel. Finalement, après ce qui m'a paru interminable, mais qui n'a probablement duré que 3 ou 4 minutes, mon corps a décidé de dire stop. Mes jambes se sont mises à trembler, de plus en plus lourdes à chaque pas, puis une nausée est remontée d'un coup. Je me suis arrêté en titubant, les mains sur les genoux, et j'ai vomi. J'avais la tête qui tournait. De la salive et du vomi pendaient à ma bouche pendant que je haletais, avec mon sac toujours planté sur mon dos à m'écraser. Dès que mon ventre a été vide et que les hauts-le-cœur se sont calmés, je me suis retourné. À part les arbres, les bois derrière moi étaient vides. Le soulagement a été violent, comme une vague de calme qui me submergeait. Mais je n'ai pas vraiment réussi à me détendre avant d'être revenu jusqu'à ma voiture. Je n'ai
pas vu les gens qui m'avaient autorisé à me garer dans leur allée. Il était presque 21h quand je suis arrivé et je n'avais aucune envie de parler à qui que ce soit après avoir marché des kilomètres aux aguets. Je suis rentré en voiture dans un silence presque total. Juste un peu de radio pour essayer de me sortir de la tête ce que je venais de vivre. Puis, une fois rentré et douché, je me suis mis à réfléchir, ce qui s'est très vite transformé en beuverie alcoolisée. Je savais que personne ne croirait un seul foutu mot de ce que j'avais vu. Mais ce n'était pas ça le pire. Ce qui me terrifiait vraiment, c'était l'idée que je perdais la tête et que ce que j'avais vu, ou plutôt ce que j'avais halluciné, était le symptôme d'un problème médical grave et qui empirait. Le lendemain, j'ai appelé le cabinet de mon médecin depuis le travail. Mes collègues ont remarqué que je n'étais pas moi-même, mais je leur ai assuré que j'avais déjà pris rendez-vous. Quelques jours plus tard, j'étais assis, nerveux, dans son bureau, et quand elle m'a demandé ce qui n'allait pas, j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu à simplement dire « Je crois que je vois des choses ». Mon médecin a été super. Elle m'a demandé très calmement quels symptômes j'avais eus. Et la manière dont elle a tout pris au sérieux de façon pro m'a vraiment rassuré. Après que je lui ai décrit ce que j'avais vu dans ces bois, elle m'a fait passer quelques tests neurologiques basiques et m'a interrogé sur mon sommeil, d'éventuels médicaments et les antécédents familiaux de troubles mentaux. Je lui ai dit que je n'avais pas très bien dormi dans les bois ce week-end-là, mais que globalement, ça allait. Je ne prenais aucun médicament et je n'avais aucun antécédent familial de psychose. Je pensais qu'elle allait peut-être m'envoyer vers un spécialiste, mais au lieu de ça, elle m'a dit en gros que je n'avais aucune raison de m'inquiéter. Je semblais en bonne santé, donc c'était probablement un épisode isolé. Un mélange possible d'épuisement et de déshydratation qui avait poussé mon cerveau à me jouer des tours. Évidemment, si ça se reproduisait, je devais revenir la voir pour qu'on aille plus loin. Mais sinon, je devais essayer de ne pas y penser. On pourrait croire que l'idée qu'il n'y avait rien qui clochait aurait dû me soulager. Et je sais que j'aurais dû classer ça dans la catégorie hallucination isolée. Sauf que je n'y arrivais pas. Parce qu'entendre tout ça ne rendait pas ce que j'avais vu moins réel. Je me souvenais de ces cognements creux et bizarres en m'approchant, du son d'étirement et de torsion contre nature quand les arbres bougeaient. Et je me souvenais du silence dans lequel ça montait et ça descendait, comme si ça bougeait doucement, prudemment, en essayant de ne faire aucun bruit. Au bout de quelques heures, j'ai compris que je ne me sentais pas rassuré du tout. Parce que si je n'étais pas fou, si je n'hallucinais pas, alors qu'est-ce que c'était que ce putain de truc? Croyez-le ou non, même en 1997, j'ai réussi à mettre la main sur un ordinateur avec accès à Internet. Ce n'était pas grand-chose à l'époque, mais il y avait déjà des moteurs de recherche, clin d'œil à AltaVista, et pas mal de forums où je pouvais fouiller pour essayer de trouver des infos sur ce que j'avais vécu. La section paranormale des forums d'Ellie s'est révélée assez utile. Et j'y ai trouvé énormément de gens qui avaient vécu des événements étranges et inexplicables. RPGNet m'a aussi pas mal servi. Il y avait des articles détaillés sur les cryptides, ces créatures censées exister, au moins en partie basées sur des mythes et des légendes du monde réel. Mais sans aucun doute, le site où j'ai eu le plus de chance s'appelait The Well. Il fallait payer un abonnement pour y accéder, ce qui augmentait la qualité du contenu et attirait des gens qu'on pourrait affectueusement appeler des super geeks. The Well avait aussi un forum dédié à la cryptozoologie, et c'était un endroit très sérieux. D'autres forums, surtout ceux dédiés aux ovnis, étaient surtout remplis de cinglés qui racontaient s'être fait sonder l'anus. Mais les habitués de The Well adoptaient une approche beaucoup plus scientifique. Il y avait des posts sur Bigfoot, par exemple, expliquant que malgré les théories de chaînons manquants,
et de grands singes bipèdes traversant le pont terrestre de Bering il y a 10 000 ans, leur existence actuelle était biologiquement impossible. Un utilisateur écrivait que, théoriquement, des forêts denses comme celles du Pacifique Nord-Ouest pourraient peut-être cacher une population de ce type de mammifères. Mais comme il n'y avait ni ADN ni fossiles pour appuyer leur existence supposée, la plupart des gens estimaient que c'était peu probable. C'est ce genre de post qui m'a convaincu que ce forum était crédible. Et puis, après des heures à fouiller leurs archives, je suis tombé sur un message d'un compte depuis supprimé. Et ça m'a filé des frissons dans toute la colonne vertébrale. L'auteur décrivait quasiment exactement le même phénomène que moi, presque mot pour mot, et disait qu'il avait lui aussi fui, terrorisé à travers les bois. Les choses ne l'avaient pas poursuivi. Elles ne semblaient même pas avoir remarqué sa présence. Mais la vision seule avait suffi à le faire déguerpir sans réfléchir. Il demandait si quelqu'un d'autre avait vécu un truc pareil. Et si la plupart des réponses étaient de l'émerveillement ou de l'incrédulité, une seule a vraiment résonné. Un type disait avoir vu ce qu'il décrivait comme une énorme créature ressemblant à un insecte bâton. Quelque chose qui se camouflait en troncs, en feuilles et en branches, comme un papillon de nuit. L'utilisateur disait « un truc couleur écorce que vous ne remarquez même pas tant que vous ne le cherchez pas, ou jusqu'à ce qu'il bouge devant vous ». Il soulignait, très justement, qu'il existe des dizaines d'exemples de camouflage dans la nature, et que ce que nous avions vu était aussi naturel qu'un caméléon ou qu'une seiche, juste beaucoup plus grand. J'ai dû le contacter. Son commentaire datait de presque 6 mois, donc je n'avais aucun moyen de savoir s'il utilisait encore ce compte, mais je lui ai écrit un mail quand même. Et j'ai reçu une réponse quelques jours plus tard. Il vivait à San Francisco, et il m'a invité chez lui pour qu'on puisse discuter et comparer ce qu'on avait vu. Pouvoir parler à quelqu'un qui ne penserait pas que j'étais fou, c'était incroyablement tentant. Alors, un week-end, je me suis retrouvé à monter en voiture vers San Francisco, à prendre une chambre dans un motel, puis à aller chez mon contact l'après-midi suivant. Ces emails étaient très bien écrits, donc je m'attendais à quelqu'un d'assez normal, enfin, normal pour de la cryptozoologie. Mais j'étais comme un homme qui se noie, et lui était le seul à me tendre une bouée. Sauf que, quand je l'ai rencontré, j'ai compris que j'avais fait une énorme erreur. Il était négligé, pour rester poli. Cheveux en bataille, débardeur taché. Il avait l'air et l'odeur de quelqu'un qui ne se douche pas souvent. Et son appartement était tout aussi répugnant. Je me suis dit que ça valait peut-être la peine de parler à quelqu'un de ce qu'on avait supposément vu. Sauf qu'il ne m'a fallu que quelques minutes pour comprendre qu'il n'était pas du tout aussi fiable que je l'avais imaginé. Je ne vais pas vous ennuyer avec toutes ces conneries. Des trucs qu'il prétendait connecter, mais qui ressemblaient au délire d'un fou. Et quand il a affirmé qu'il pouvait communiquer avec l'insecte bâton géant qui vivait dans les bois, et qu'il pourrait me le faire revoir pour la modique somme de quelques milliers de dollars, j'ai compris qu'il n'était pas seulement cinglé. Il essayait aussi de m'arnaquer. J'étais tellement furieux que je ne crois même pas pouvoir mettre des mots sur cette colère. J'ai sérieusement envisagé de lui coller un coup de poing avant de partir en claquant la porte. Mais comme j'étais dans l'appartement sombre et miteux de ce psychopathe, je savais qu'il était dans mon intérêt de jouer le jeu. Un merci forfait et partir tant que j'en avais l'occasion. Quand je lui ai dit que je devais y aller, il a proposé qu'on échange nos numéros. Je lui ai donné un faux, puis j'ai essayé de masquer ma rage en lui souhaitant une bonne après-midi. Quand la colère est retombée, la déception a été écrasante. J'avais l'impression d'être un idiot d'avoir accordé autant de confiance à quelqu'un comme ça. Et pendant que je redescendais vers San José, j'ai compris que j'étais en train de mettre ma vie en danger en laissant cette histoire tout ruiner. J'ai fait ce que je ne peux décrire que comme un exercice mental.
et je me suis imaginé dans 5, 10 ou 20 ans si je ne trouvais pas un moyen de faire la paix avec ce qui s'était passé. Je me voyais devenir un ermite obsessionnel, perdu dans les bois, ayant tout abandonné pour prouver que je n'étais pas fou. Je voyais cette chose dans la forêt dévorer toute une vie, transformer mon esprit en tribunal où j'étais à la fois l'accusé, procureur et témoin tremblant. Dans le royaume de l'obsession et du mystère, je ne voyais aucun sol ferme sur lequel poser le pied. Je m'imaginais essayer d'en parler à quelqu'un et n'obtenir qu'un roulement d'yeux, un rictus, un... Ouais, bien sûr mec. Je voyais quelqu'un me laisser parler 5 secondes avant de changer de sujet. Ou pire, me regarder comme si j'étais à un pas de la camisole. C'est là que la frustration remontait. J'ai ce truc qui brûle dans ma mémoire, quelque chose que je ne peux pas oublier. Et comme je ne peux pas me résoudre à mentir, je continue de porter ce poids. J'ai réussi depuis à mener une vie à peu près normale, mais ça peut rendre fou. Parfois, j'ai l'impression d'être piégé, coincé entre ce que j'ai vécu et un monde qui ne me rejoint pas à mi-chemin. Je n'arrive pas à lâcher prise, mais m'accrocher donne l'impression que ça me déchire. L'anxiété nourrit la frustration. La frustration augmente l'anxiété, et ça tourne en boucle, jusqu'à ne plus savoir contre qui je suis en colère. La chose dans les bois, les sceptiques, ou moi-même. Et maintenant, pour boucler la boucle, vous comprenez pourquoi j'avais du mal à dormir la nuit. Et pourquoi c'était un tel soulagement de pouvoir m'endormir naturellement plutôt que de devoir compter sur des médicaments. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas pu me considérer comme apaisé. Mais aujourd'hui, en racontant ceci, je peux offrir à un esprit tourmenté un peu de sérénité. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Biou.